Chapitre 2. Le capitaine. Cela me semble étrange à présent que je l'ai si peu connu. Mon attention, ma ferveur, tournée vers Sido, ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il, lui, mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connue. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure. Il la ruina dans le dessein de l'enrichir. Elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ces évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échappée. Enfant, qu'ai-je su de lui, qu'il construisait pour moi à ravir des maisons de hanneton avec fenêtres et portes vitrées, et aussi des bateaux, qu'il chantait, qu'il dispensait et cachait, les crayons de couleur, le papier blanc, les règles de palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cacheté blanc que je mangeais à poignées, qu'il nageait avec sa jambe unique plus vite et mieux que ses rivaux à 4 membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris en apparence. La timidité étrange des pères dans leur rapport avec leurs enfants m'a donné depuis beaucoup à penser. Les 2 aînés de ma mère, fille et garçon, issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman à peine présente, habitée par les fantômes littéraires des héros, celui-ci altier, tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils, le Lazzarone, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrais, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens, chez ce juge de 10 ans. « Écoute ça », me disait mon père. J'écoutais, sévère. Il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire ou d'une ode, vers facile, fastueux par le rythme, par la rime, sonore comme un orage de montagne. « Hein ?» interrogeait mon père. « Je crois que cette fois-ci, eh bien, parle !» Je hochais ma tête et mes nattes blondes, mon front trop grand pour être aimable et mon petit menton en bille, et je laissais tomber mon blâme. Toujours trop d'adjectifs. Alors mon père éclatait, écrasait d'invectives la poussière, la vermine, le pou vaniteux que j'étais. Mais la vermine, imperturbable, ajoutait. « Je te l'avais déjà dit la semaine dernière, pour l'ode à Paul Bert. Trop d'adjectifs. » Il devait derrière moi rire et peut-être s'enorgueillir. Mais au premier moment, nous nous toisions en égaux et déjà confraternels. C'est lui, à n'en pas douter, c'est lui qui me domine quand la musique, un spectacle de danse, et non les mots, jamais les mots, mouille mes yeux. C'est lui qui se voulait faire jour et revivre quand je commençais obscurément d'écrire et qui me valut le plus acide éloge, le plus utile à coup sûr. Aurais-je épousé la dernière des lyriques, lyrisme paternel, humour, spontanéité maternelle, mêlés, superposés, je suis assez sage à présent, assez fière pour les départager en moi, toute heureuse d'un délitage où je n'ai à rougir de personne, ni de rien. Oui, tous 4, nous autres enfants, nous avons gêné mon père. En était-il autrement dans les familles où l'homme, passant l'âge de l'amour, demeure épris de sa compagne ? Nous avons toute sa vie troublé le tête-à-tête que mon père rêvait. L'esprit pédagogique peut rapprocher un père de ses enfants, à défaut d'une tendresse beaucoup plus exceptionnelle qu'on ne l'admet généralement. Un homme s'attache à ses fils par le goût orgueilleux d'enseigner. Mais Jules-Joseph Colette, homme instruit, ne faisait parade d'aucune science. Pour elle, il avait d'abord aimé briller jusqu'au jour où l'amour grandissant, mon père quitta jusqu'à l'envie d'éblouir Sido. J'irai droit au coin de terre où fleurissaient les perce-neige dans le jardin. La rose, le treillage qui la portait, je les peindrais en mémoire, ainsi que le trou dans le mur, la dalle usée. La figure de mon père reste indécise, intermittente. Dans le grand fauteuil de Reps, il est assis. Les 2 miroirs ovales du pince-nez ouvert brillent sur sa poitrine et sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. Là, il est fixé à jamais. Mais ailleurs, il erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments.
Sa main blanche ne saurait m'échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce en dehors comme lui et que comme cette main, mes mains froisses roulent, anéantissent le papier avec une fureur explosive. Et la colère donc. Je ne parlerai pas de mes colères qui me viennent de lui, mais qu'on aille voir seulement à Saint-Sauveur l'état dans lequel mon père mit, de 2 coups de son pied unique, la chambranle de la cheminée en marbre. J'épelle, en moi, ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Le capitaine Colette n'embrassait pas les enfants. Sa fille prétend que le baiser les fane. S'il m'embrassait peu, du moins il me jetait en l'air jusqu'au plafond, que je repoussais des 2 mains et des genoux, et je criais de joie. Sa force musculaire était grande, ménagée et dissimulée d'une manière féline et sans doute entretenue par une frugalité qui déconcertait nos bas bourguignons. Du pain, du café, beaucoup de sucre, un demi-verre de vin, force tomates, des aubergines. Il se résigna à prendre un peu de viande comme un remède, passé 70 ans. Sédentaire, ce méridional, tout blanc, dans sa peau de satin, n'engraissa jamais. Italien, homme au couteau. Ainsi l'invectivait ma mère quand elle n'était pas contente de lui, ou bien quand l'extraordinaire jalousie de son fidèle amant se faisait jour. De fait, s'il n'a jamais tué personne, un poignard dont le manche de corne cachait un ressort ne quittait jamais la poche de mon père, qui méprisait l'arme à feu. Les fausses colères du midi tiraient de lui des grondements, des jurons grandiloquents auxquels nous n'accordions aucune importance. Mais comme j'ai frémi une fois d'entendre mélodieuse la voix de sa fureur véritable, j'avais 11 ans. Ma mystérieuse demi-sœur venait de se marier à sa guise, si mal et si tristement qu'elle n'espérait plus que la mort. Elle avala je ne sais quel cachet et le voisin vint prévenir ma mère. Mon père et ma sœur ne s'étaient guère liés en quelques 20 années. Mais mon père, qui regardait souffrir Sido, dit sans élever le ton et d'un accent enchanteur « Allez dire au mari de ma fille, au docteur R, que s'il ne sauve pas cet enfant, ce soir, il aura cessé de vivre. » Quelle suavité! Je fus saisie d'enthousiasme. Le beau son, plein, musical, comme le chant de la mer en courroux. N'eût été la douleur de Sido, j'aurais regagné, dansant le jardin et allègrement espéré la mort du docteur R. Mal connu, méconnu, ton incorrigible gaieté, s'écriait ma mère. Ce n'était pas reproche, mais étonnement. Elle le croyait gai parce qu'il chantait. Mais moi qui siffle dès que je suis triste, moi qui scande les pulsations de la fièvre ou les syllabes d'un nom dévastateur sur les variations sans fin d'un thème, je voudrais qu'elle eût compris que la suprême offense, c'est la pitié. Mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié. Notre carrure la refuse. À présent, je me tourmente à cause de mon père, car je sais qu'il eut, mieux que toutes les séductions, la vertu d'être triste à bon escient et de ne jamais se trahir. Sauf qu'il nous fit souvent rire, sauf qu'il comptait bien, qu'emporté par son rythme, il brodait avec hardiesse, sauf cette mélodie qui s'élevait de lui. L'ai-je vu gai? Il allait, précédé, protégé par son chant. Rayons dorés, tièdes zéphyrs, fredonnait-il en descendant notre rue déserte. Ainsi, elle ignorerait que, l'entendant venir, que Laroche, fermier des Lambert, refusait impudemment de payer son fermage et qu'un prête-nom du même Laroche avançait à mon père 7% d'intérêt pour 6 mois, une somme indispensable. Par quel charme, dis-moi, m'as-tu enchanté? Quand je te vois, je crois que c'est par ton sourire. Qui donc eût pu croire que ce baryton, agile encore sur sa béquille et sa canne, pousse devant lui sa romance comme une blanche haleine d'hiver, afin qu'elle détourne de lui l'attention. Il chante. Elle oubliera peut-être aujourd'hui de lui demander s'il a pu emprunter 100 louis sur sa pension d'officier amputé. Quand il chante, Sido l'écoute malgré elle et ne l'interrompt pas. Les rendez-vous de noble compagnie se donnent tous dans ce charmant séjour et doucement on y passe la vie. Et doucement on y passe la vie en célébrant le champagne et l'amour. S'il jette trop haut au mur de la rue de l'Hospice le groupetto, le point d'orgue final et quelques cocottes de fantaisie, ma mère apparaîtra sur le seuil scandalisée, riante. « Oh, Colette, dans la rue !» Et moyennant peut-être 2 ou 3 grivoiseries du genre ordinaire décochées à une jeune voisine,
Sido froncera son sourcil clairsemé de Joconde et chassera d'elle le douloureux refrain qui ne franchit pas ses lèvres. Il va falloir vendre la forge. Mon Dieu, vendre la forge aussi, après les Mets, les Gaulin, les Lambert. Gai, et pourquoi eût-il été sincèrement gai ? Il avait besoin de vivre au sein d'une chaude approbation, après avoir eu besoin dans sa jeunesse de mourir publiquement et avec gloire. Réduit à son village et à sa famille, envahi et borné par son grand amour, il livra le plus vrai de lui-même à des étrangers, à des amis lointains. Un de ses compagnons d'armes, le colonel Gocho, vit encore et garde des lettres, redit des mots du capitaine Colette. Étrange silence d'un homme qui parlait volontiers, il ne comptait pas ses faits d'armes. C'est le capitaine Fournès et le soldat Lefebvre, tous deux du premier zouave, qui ont transmis au colonel Gocho des mots de mon père. 1859, guerre d'Italie. Mon père, à 29 ans, tombe, la cuisse gauche arrachée, devant Melegnano. Fournès et Lefebvre s'élancent, le rapportent. Où voulez-vous qu'on vous mette, mon capitaine ? Au milieu de la place, sous le drapeau. Il n'a compté à aucun des siens cette parole, cette heure où il espéra mourir parmi le tonnerre et l'amour des hommes. Il nous a jamais dit à nous comment il gisait à côté de son vieux maréchal, MacMahon. Il ne m'a jamais parlé à moi de la seule longue et grave maladie qui m'est atteinte. Mais voici que des lettres de lui, je l'apprends 20 ans après sa mort, sont pleines de mon nom, du mal de la petite. Trop tard, trop tard. C'est le mot des négligents, des enfants et des ingrats. Non que je me sente plus coupable qu'une autre enfant, au contraire. Mais n'aurais-je pas dû forcer, quand il était vivant, sa dignité goguenarde, sa frivolité de commande ? Ne valions-nous pas, lui et moi, l'effort réciproque de nous mieux connaître ? Il était poète et citadin. La campagne où ma mère semblait se sustenter de toute sève et reprendre vie chaque fois qu'en se baissant, elle en touchait la terre, éteignait mon père, qui s'y comporta en exilé. Elle nous sembla parfois scandaleuse, la sociabilité qui l'appelait vers la politique des villages, les conseils municipaux, la candidature au conseil général, vers les assemblées, les comités régionaux où l'humaine rumeur répond à la voix humaine. Injuste, nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler, à nous qui nous dilations d'aise loin des hommes. Je m'avise à présent qu'il cherchait à nous plaire, lorsqu'il organisait des parties de campagne, comme font les habitants des villes. La vieille Victoria bleue emportait famille, victuailles et chiens jusqu'au bord d'un étang, Moutier, Chastin, où la jolie flaque forestière de la Guillemette nous appartenait. Mon père manifestait le sens du dimanche, le besoin urbain de fêter un jour entre les 7 jours, au point qu'il se munissait de cannes à pêche et de sièges pliants. Au bord de l'étang, il essayait une humeur joviale, qui n'était pas son humeur joviale de la semaine. Il débouchait plaisamment la bouteille de vin, s'accordait 1 heure de pêche à la ligne, lisait, dormait un moment, et nous nous ennuyions, nous autres, Sylvains aux pieds légers, entraînés à battre le pays sans voiture et regrettant, devant le poulet froid, nos encas de pain frais, d'ail et de fromage. La libre forêt, l'étang, le ciel double exaltaient mon père, mais à la manière d'un noble décor. Puis il évoquait le bleu Titarèse et le golfe d'argent. Plus nous devenions taciturnes, je parle des 2 garçons et de moi, nous qui n'accordions déjà plus d'autres aveux à notre culte bocagé que le silence. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de compter, gisant contre elle sur l'herbe fine et jonceuse, rougie de bruyère, ses bien-aimés. Loin du coup de sonnette importun, loin de l'anxieux fournisseur impayé, loin des voix cauteleuses, un cirque parfait de bouleaux et de chaînes enfermait, j'accepte l'infidèle fille aînée, son œuvre et son tourment. Courant en risée sur les cimes des arbres, le vent franchissait la brèche ronde, touchait rarement l'eau. Les dômes des mousserons rosés crevaient le léger terreau, gris d'argent, qui nourrit les bruyères, et ma mère parlait de ce qu'elle et moi nous aimions le mieux.
Elle comptait les sangliers des anciens hivers, les loups encore présents dans la puisaille et la forterre, le loup d'été maigre qui suivit 5 heures durant la Victoria. Si j'avais su quoi lui donner à manger, il aurait bien mangé du pain. À toutes les côtes, il s'asseyait pour laisser à la voiture son avance d'une 50aine de mètres. De le sentir, la jument était furieuse. Un peu plus, c'est elle qui l'eût attaqué. « Tu n'avais pas peur ?»« Peur, non. Ce pauvre grand loup gris, sec, affamé sous un soleil de plomb. D'ailleurs, j'étais avec mon premier mari. C'est lui aussi, mon premier mari, qui en chassant a vu le renard noyer ses puces. Une touffe d'herbe entre les dents, le renard est entré, le derrière le premier, peu à peu, dans l'eau jusqu'au museau. » Parole innocente, enseignement maternel que donne aussi à leurs petits l'hirondelle, la mère lièvre, la chatte, récit délicieux dont mon père ne retenait qu'un mot, mon premier mari. Et il appuyait sur Sido, ce regard bleu-gris dans lequel personne n'a jamais pu lire. Que lui importait d'ailleurs le renard, le muguet, la baie mûre, l'insecte ? Il les aimait dans les livres, nous disait leur nom scientifique, et dehors les croisait sans les reconnaître. Il louait sous le nom de rose toute corolle épanouie. Il prononçait l'eau bref à la provençale en pinçant entre le pouce et l'index une rose invisible. Le soir tombait enfin sur notre dimanche au champ. De 5, nous n'étions souvent plus que 3, mon père, ma mère et moi. Le rempart circulaire des bois assombris avait résorbé les 2 longs garçons osseux, mes frères. « Nous les rattraperons sur la route en revenant », disait mon père. Mais ma mère secouait la tête. Ces garçons ne rentraient que par des sentes de traverse, des prés marécageux et bleus, coupant par les sablières, les ronciers, ils sautaient le mur au fond du jardin. Elle se résignait à les trouver chez nous, à la maison, un peu saignants, un peu loqueteux. Elle reprenait sur l'herbe les reliefs du repas, quelques champignons frais cueillis, le nid de mésange vide, la cartilagineuse éponge cloisonnée, œuvre d'une colonie de guêpes, le bouquet sauvage, des cailloux empreints d'ammonites fossiles. Le grand chapeau de la petite et mon père, encore agile, remontait d'un saut d'échassier dans la Victoria. C'est ma mère qui caressait la jument noire, qui offrait à ses dents jaunies des pouces tendres et qui essuyait les pattes du chien pataugeur. Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval. Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat penché sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi. « Allons, monte !» ordonnait à Mofino la belle voix du capitaine. Mais le chien, contre le marchepied de la voiture, battait de la queue froidement et regardait ma mère. « Monte, animal, qu'est-ce que tu attends ?» répétait mon père. « J'attends l'ordre, semblait répondre le chien. « Et saute !» lui criai-je. Il ne se le faisait pas dire 2 fois. « C'est très curieux, » constatait ma mère. « Ça prouve seulement la bêtise de ce chien, » répliquait mon père. Mais nous n'en croyions rien, nous autres et mon père, au fond, se sentaient secrètement humiliés. Les genêts jaunes, bottelés, faisaient queue de paon derrière nous dans la capote de la vieille voiture. Mon père, en approchant du village, reprenait son fredon défensif. Et nous avions sans doute l'air très heureux, car l'air heureux était notre suprême et mutuelle politesse. Soir commençant, fumée courante sur le ciel, fiévreuse première étoile, est-ce que tout autour de nous n'était pas aussi grave et aussi tremblant que nous-mêmes ? Un homme, banni des éléments qu'il avait jadis portés, rêvait amèrement. Amèrement, maintenant j'en suis sûre, il faut du temps à l'absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe. C'est donc toi, enfin, je ne t'avais pas compris. Il n'est jamais trop tard, puisque j'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois. Mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. Nous n'avions presque pas conscience qu'il lui manqua, coupé en haut de la cuisse, une jambe. Qu'eussions-nous dit à le voir soudain marcher comme tout le monde ? Ma mère elle-même ne l'avait connu qu'étayée de béquilles prestes et rayonnant d'insolence amoureuse, mais elle ignorait, fait d'armes excepté, l'homme qui datait d'avant elle, le Saint-Cyrien beau danseur, le lieutenant solide comme un bois debout. Ainsi l'on nomme dans mon pays natal l'antique Biot, la rouelle de chêne au grain serré que n'entame pas le hachoir. Elle ignorait, quand elle le suivait des yeux, que ce mutilé avait autrefois pu courir à la rencontre de tous les risques.
Amèrement, le plus zélé de lui-même s'élançait encore, lorsqu'assis et sa chanson suave aux lèvres, il restait aux côtés de Sido. L'amour et rien d'autre, il n'avait gardé qu'elle. Autour d'eux, le village, les champs, les bois, le désert. Il pensait qu'au loin, ses amis, ses camarades continuaient. D'un voyage à Paris, il revint l'œil voilé, parce que David Oestede, grand chancelier de la Légion d'honneur, lui avait enlevé son ruban rouge pour le remplacer par une rosette. « Tu ne pouvais pas la demander, vieux ?» ?»« Je n'avais pas demandé le ruban non plus, » répondit légèrement mon père. Mais il nous conta la scène d'une voix enrouée, où situait la source de son émotion. Il portait cette rosette généreusement épanouie à sa boutonnière, le buste droit, le bras posé sur la barre de sa béquille, il paradait dans notre vieille voiture dès l'entrée du village pour les premiers passants de la Gerbaude. Rêvait-il au divisionnaire qui marchait sans étais et défilait sur des chevaux, février, descendrés, fournaise, qui l'avaient sauvé et le nommait encore délicatement mon capitaine. Un mirage de société savante, peut-être de politique, de tribune, de chatoyante algèbre, un mirage de joie d'homme. « Tu es si humain !» lui disait parfois ma mère, avec un accent d'indéfinissable suspicion. Elle ajoutait, pour ne le point trop blesser, « Oui, tu comprends, tu étends la main pour savoir s'il pleut. »« Ne nous gênons plus, » disait mon père derrière le temps déployé. « Oh !» suffoquait ma mère, « pourvu que la petite n'ait pas entendu. » « Pour la petite, » répartait mon père, « ça n'a pas d'importance. » Et il attachait sur sa créature choisie l'extraordinaire regard gris-bleu, plein de bravade, qui ne versait ses secrets à personne, mais qui avouait parfois « j'ai des secrets ». J'essaie, seul, d'imiter ce regard de mon père. Il m'arrive d'y réussir assez bien, surtout quand je m'en sers pour me mesurer avec un tourment caché. Tant est efficace le secours de l'insulte à ce qui vous domine le mieux, et grand le plaisir de fronder un maître. Je mourrai peut-être de toi, mais crois bien que j'y mettrai le plus de temps possible. La petite n'a pas d'importance. Quelle candeur, voyez. Et comme il butait contre son amour, son seul amour. Je lui plaisais cependant par des traits où il se fut reconnu. Mais il me distinguait mal. Il perdait peu à peu le don d'observer, la faculté de comparer. Je n'avais pas plus de 13 ans quand je remarquai que mon père cessait de voir, au sens terrestre du mot, sa Sido elle-même. Encore une robe neuve, s'étonnait-il. Peste, madame. Interloqué, Sido le reprenait sans gaieté. Neuve ? Colette, voyons, où as-tu les yeux ? Elle pinçait entre deux doigts une soie élimée, une visite perlée de jais. 3 ans, Colette, tu m'entends ? Elle a 3 ans. Et ce n'est pas fini, ajoutait-elle avec une hâte fière. Teinte en bleu marine. Mais il ne l'écoutait plus. Il l'avait déjà jalousement rejointe dans quelques lieux élus où elle portait chignon à boucles anglaises et corsage ruché de tulle ouvert en cœur. En vieillissant, il ne tolérait même plus qu'elle eût mauvaise mine, qu'elle fût malade. Il lui jetait des « allons, allons !» comme un cheval qu'il avait seul le droit de surmener, et elle allait. Je ne les ai jamais surpris à s'embrasser avec abandon, d'où leur venait tant de pudeur, de Sido assurément. Mon père n'y eût pas mis tant de façon. Attentif à tout ce qui venait d'elle, il écoutait son pas vif, l'arrêtait au passage. « Paix !» lui ordonna-t-il en désignant sa pommette nue au-dessus de sa barbe. « Ou on ne passe pas. » Elle payait au vol un baiser vif comme une piqûre et s'enfuyait, irritée, si mes frères ou moi l'avions vue payer. Une seule fois en été, un jour que ma mère enlevait de la table le plateau du café, je vis la tête, la lèvre grisonnante de mon père, au lieu de réclamer le péage familier, penché sur la main de ma mère avec une dévotion fougueuse, hors de l'âge, et telle que Sido, muette autant que moi empourprée, s'en alla sans un mot. J'étais petite encore, assez vilaine, occupée comme on l'est à 13 ans de toutes choses dont l'ignorance pèse, dont la découverte humilie. Il me fut bon de connaître et de me remettre en mémoire par moments cette complète image de l'amour. Une tête d'homme déjà vieux, abîmée dans un baiser sur une petite main de ménagère, gracieuse et ridée. Il trembla longtemps de la voir mourir avant lui. C'est une pensée commune aux amants, aux époux bien épris, un souhait sauvage qui bannit toute idée de pitié. Sido, avant la mort de mon père, me parlait de lui, aisément soulevé au-dessus de nous. Il ne faut pas que je meure avant lui. Il ne le faut absolument pas. Vois-tu que je me laisse mourir et qu'il se tue et qu'il se manque ?
Je le connais, disait-elle d'un air de jeune fille. Elle rêvait un peu, les yeux sur la petite rue de Châtillon-Coligny ou sur le carré de Jardin-Prisonnier. Moi, je risque moins, tu comprends, je ne suis qu'une femme. Passé un certain âge, une femme ne meurt presque jamais volontairement. Et puis je vous ai en outre, lui, il ne vous a pas. Car elle savait tout, et jusqu'aux préférences indicibles. Dans la grappe pendue à ses flancs, à son bras, mon père pesait comme nous et ne nous soutenait guère. Elle fut malade, et il s'assit fréquemment près du lit. À quelle heure, quel jour seras-tu guéri? Gare si tu ne guéris pas. J'aurais bientôt fait de ne plus vivre. Elle ne supportait pas cette pensée d'homme, sa menace, son exigence sans merci. Pour lui échapper, elle tournait de côté et d'autre sa tête sur l'oreiller, comme elle fit plus tard pour secouer les derniers liens. « Mon Dieu, Colette, tu me tiens chaud !» se plaignait-elle. « Tu remplis toute la chambre. Un homme est toujours déplacé au chevet d'une femme. Va dehors, va voir s'il y a des oranges pour moi chez l'épicier. Va demander à monsieur Rosimond de me prêter la revue des Deux Mondes. Mais marche doucement, le temps est orageux. Tu reviendrais en moiteur. » Il obéissait, l'aisselle remontée sur sa béquille. « Tu vois, disait ma mère derrière lui, tu vois cet air de vêtements vides qu'il prend quand je suis malade. » Sous la fenêtre, en s'en allant, il éclaircissait sa voix pour qu'elle l'entendît. « Je pense à toi, je te vois, je t'adore. À tout instant, à toute heure, en tout lieu, je pense à toi quand je revois l'aurore. Je pense à toi quand je ferme les yeux. »« Tu l'entends, disait-elle fiévreusement, mais sa malice supérieure rajeunissait soudain tout son visage, et elle se penchait hors de son lit. « Ton père, tu veux savoir ce que c'est que ton père? Ton père, c'est le roi des maîtres chanteurs. » Elle guérissait toujours. Mais quand on lui enleva un sein, et 4 ans après l'autre sein, mon père conçut d'elle une méfiance terrible, quoiqu'elle guérît encore, chaque fois. Pour une arête de poisson qui restait au gosier de ma mère l'obligeait à tousser violemment, les joues congestionnées, les yeux pleins de larmes, mon père, d'un coup de poing asséné sur la table, dispersa en éclats son assiette et cria furieusement « Ça va finir !» Elle ne s'y trompa point et l'apaisa avec une délicatesse miséricordieuse, des mots plaisants, de voltigeants regards. J'emploie toujours ces mots, voltigeants regards, quand il s'agit d'elle. L'hésitation, le besoin d'un tendre aveu, le devoir de mentir l'obligeaient à battre des paupières, tandis qu'allaient, venaient précipitamment ses prunelles grises. Ce trouble, cette fuite vaine des prunelles, poursuivie par un regard d'homme bleu-gris, comme le plomb fraîchement coupé, c'est tout ce qui me fut révélé de la passion qui lia, pour leur vie entière, Sido et le capitaine. Il y a 10 ans, je sonnais, amené par un ami à la porte de Madame B, qui a, professionnellement, commerce avec les esprits. Elle nomme ainsi ce qui demeure, errant autour de nous, des défunts, particulièrement de ceux qui nous tinrent de près par le sang et par l'amour. N'attendez pas que je professe une foi quelconque, ni même que je fréquente de passion les privilégiés qui lisent couramment l'invisible. Il s'agit d'une curiosité, toujours la même, qui me conduit indifféremment à visiter tour à tour Madame B, la femme à la bougie, le chien qui compte, un rosier à fruits comestibles, le docteur qui ajoute du sang humain à mon sang humain, que sais-je encore. Si cette curiosité me quitte, qu'on m'ensevelisse, je n'existe plus. Une de mes dernières indiscrétions s'adressa au grand hyménoptère d'acier bleu qui abonde en Provence pendant la floraison des soleils en juillet-août. Tourmenté d'ignorer le nom de ce guerrier bardé, je m'interrogeais. A-t-il ou non un dard? Est-il seulement un samouraï magnifique et sans sabre? Je suis bien soulagée d'être tirée d'incertitude. Une curieuse petite déformation sur l'os d'une phalangine atteste que le guerrier bleu est armé à merveille et prompt à dégainer. Chez Madame B, j'eus l'agréable nouveauté d'un appartement moderne traversé de soleil. Sur la fenêtre chantaient des oiseaux en cage. Dans la pièce voisine, des enfants riaient. Une aimable et ronde femme à cheveux blancs m'affirma qu'elle n'avait besoin ni de clair-obscur, ni d'aucun maléfique décor. Elle ne réclama qu'un instant de méditation et ma main serrée dans la sienne. « Vous voulez me poser des questions ?» me demanda-t-elle. Je m'avisai alors que j'étais sans avidité, sans passion pour un au-delà quelconque, sans souhait immodéré, et je ne trouvais rien à dire sinon le plus banal.
Alors, vous voyez les morts, comment sont-ils ? Comme les vivants, répondit Madame B avec rondeur. Ainsi, derrière vous ? Derrière moi, c'était la fenêtre ensoleillée et la cage des serins verts. Derrière vous est assis l'esprit d'un homme âgé. Il porte une barbe non taillée, étalée, presque blanche. Les cheveux assez longs, gris, rejetés en arrière. Des sourcils, par exemple des sourcils tout broussailleux, et là-dessous des yeux, mais des yeux, petits mais d'un éclat qui n'est pas soutenable. Voyez-vous qui ça peut être ? Oui, très bien. En tout cas, c'est un esprit bien placé. Bien placé dans le monde des esprits. Il s'occupe beaucoup de vous. Vous ne le croyez pas ? J'en doute un peu. Si, il s'occupe beaucoup de vous à présent. Pourquoi à présent ? Parce que vous représentez ce qu'il aurait tant voulu être sur la terre. Vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être. Lui, il n'a pas pu. Je ne mentionnerai pas ici les autres portraits que me fit Madame B. Ils valaient tous à mes yeux par quelques détails dont la vigueur et le secret m'enchantèrent comme une sorcellerie anodine et inexplicable. D'un esprit où je fus bien obligée de reconnaître trait pour trait mon demi-frère, l'aîné, elle dit apitoyée. Je n'ai jamais vu un mort aussi triste. Mais, lui dis-je, vaguement jalouse, ne voyez-vous pas une femme âgée qui pourrait être ma mère ? Le bon regard de Madame B errait autour de moi. Non, ma foi, répondit-elle enfin. Elle ajouta, vive et comme pour me consoler. Peut-être qu'elle se repose, ça arrive. Vous êtes seule d'enfant ? J'ai encore un frère. Là, s'exclama bonnement Madame B. Sans doute qu'elle est occupée avec lui. Un esprit ne peut pas être partout à la fois, vous savez. Non, je ne le savais pas. J'appris dans la même visite que le commerce des défunts s'accommode de lumière terrestre, de familière gaieté. Ils sont comme les vivants, affirme, paisible dans sa foi Madame B. Pourquoi non ? Comme les vivants, sauf qu'ils sont morts. Et voilà tout. Aussi s'étonnait-elle de voir en mon frère aîné un mort aussi triste. Ainsi l'ai-je vu, ainsi le voyait-elle à travers mon perméable mystère sans doute, très triste en vérité et comme roué de coups par son pénible et dernier passage encore soucieux et fourbu. Quant à mon père, vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être et de son vivant, il n'a pas pu. Là, j'ai de quoi rêver, de quoi m'émouvoir. Sur un des plus hauts rayons de la bibliothèque, je revois encore une série de tomes cartonnés à dos de toile noire. Les plates de papier jaspé bien collés et la rigidité du cartonnage attestaient l'adresse manuelle de mon père. Mais les titres, manuscrits en lettres gothiques, ne me tentaient point, d'autant que les étiquettes à filets noirs ne révélaient aucun auteur. Je cite de mémoire. Mes campagnes, les enseignements de 70, la géodésie des géodésies, l'algèbre élégante, le maréchal de MacMahon, vu par un de ses compagnons d'armes, du village à la chambre, chanson de Zouave, j'en oublie. Quand mon père mourut, la bibliothèque devint chambre à coucher, les livres quittèrent leurs rayons. « Viens donc voir », appela un jour mon frère l'aîné. Il transportait lui-même, classait, ouvrait les livres, taciturne, en quête d'une odeur de papier piqué, d'une de ces moisissures embaumées d'où se lève l'enfance révolue, d'un pétale de tulipe sec encore jaspé, comme l'agate arborescente. Viens donc voir. La douzaine de tomes cartonnés nous remettait son secret, accessible, longtemps dédaigné. 200, 300, 150 pages par volume. Beau papier verger crémeux ou écolier épais, rogné avec soin, des centaines et des centaines de pages blanches. Une œuvre imaginaire, le mirage d'une carrière d'écrivain. Il y en avait tant, de ces pages respectées par la timidité ou la nonchalance, que nous n'en vîmes jamais la fin. Mon frère y écrivit ses ordonnances, ma mère couvrit de blanc ses pots de confiture, ses petites filles griffonneuses arrachèrent des feuillets, mais nous n'épuisâmes pas les cahiers vergers, l'œuvre inconnue. Ma mère s'y employait pourtant avec une sorte de fièvre destructive. Comment ? Il y en a encore ? Il m'en faut pour les côtelettes en papillote, il m'en faut pour tapisser mes petits tiroirs. Ce n'était pas dérision, mais cuisant regret et besoin douloureux d'anéantir la preuve d'une impuissance. J'y puisais à mon tour, dans cet héritage immatériel au temps de mes débuts. Est-ce là que je pris le goût fastueux d'écrire sur des feuilles lisses, de belles pattes,
et de ne les point ménager, j'osais couvrir de ma grosse écriture ronde la cursive invisible, dont une seule personne au monde apercevait le lumineux filigrane qui, jusqu'à la gloire, prolongeait la seule page amoureusement achevée et signée, la page de la dédicace. À ma chère âme, son mari fidèle, Jules Joseph Colette.